la jeunesse arabe et globalement la jeunesse dans les pays musulmans joue un rôle considérable sur la scène politique. Les étudiants, les universitaires, les jeunes au chômage ou les jeunes techniquement bien formés, etc., sont finalement les plus actifs dans la scène politique, puisque en général les partis politiques sont soit interdits, soit limités dans leur capacité d'action. Enfin, la scène politique s'est déplacée vers ces éléments sociaux que sont les jeunes, que sont les femmes, etc., qui portent la contestation et qui sont en fait devant un avenir bloqué. La différence de la jeunesse d'aujourd'hui par rapport à la jeunesse d'il y a 30-40 ans, c'est que c'est une jeunesse alphabétisés, plus alphabétisés que leurs parents. Ce sont des gens qui sont inscrits dans le globosphère, comme on dit aujourd'hui, qui sont connectés à tout ce qui se passe dans le monde et parmi les jeunes de tous les pays. Donc il y a, c'est une force politique extrêmement important, et peut-être sa capacité politique, c'est justement son désorganisation et son éparpillement dans toutes les tranches et les couches sociales de leur pays. Ce cas, pour le moment, en tout cas en Occident, n'existe pas. Les jeunes occidentaux ont des problèmes de chômage aussi, mais ils ne mènent pas un combat de survie. Pour eux, pour les jeunes du Sud, si vous voulez, leur combat est absolument vital. La jeunesse occidentale peut-être a plus de difficultés à trouver du travail, mais il y a des indemnités de chômage au moins, etc. Alors que là, s'ils ne parviennent pas à faire leur chemin, à s'installer dans la vie politique, économique, etc. de leur pays, ils n'ont rien. Ils sont marginalisés et donc dans cette perspective, c'est une lutte beaucoup plus importante pour eux et pour leur devenir. L'alphabétisation a beaucoup avancé, dans certains pays a atteint des niveaux extraordinaires. L'Égypte peut-être moins que la Tunisie ou l'Iran. Par exemple, si on compare l'Iran avec l'Égypte, l'analphabétisme touche encore 60% de la population, et l'Iran, ça ne touche moins de 15% de la population. Donc là aussi, il y a une potentialité de contestation. D'ailleurs, la contestation la plus importante qui s'est développée à partir de 2009 s'est faite en Iran avec la contestation de l'élection présidentielle d'Ahmadinejad en juin 2009. Et qui était dans la rue? C'était les jeunes, c'était les femmes, c'était la classe moyenne, etc. Donc il y a une revendication sociale parce que ces gens sont totalement marginalisés et sont très inquiets pour leur avenir et pour et puis en plus il y a une demande démocratique. La jeunesse européenne n'a pas besoin de cette demande. La démocratie existe. Il faut peut-être contester d'autres choses. Là, il y a une vraie. C'est le premier pas. C'est la demande de cette démocratie qu'ils ne possèdent pas. Vous êtes iranien. Les manifestations de 2009, vous les avez suivies de près. Oui. Est-ce qu'on peut tirer des parallèles entre la jeunesse iranienne et la jeunesse arabe musulmane? C'est ma première question. Et ma deuxième question est, pourquoi est-ce que ça a sauté en Égypte, en Tunisie et pas en Iran? C'est une très bonne question. Oui, effectivement, on peut faire des parallèles très intéressants entre la jeunesse iranienne, la jeunesse arabe, je dirais même la jeunesse turque dans cet espace musulman et au-delà peut-être au Pakistan, etc. Ce parallèle existe. Pourquoi le mouvement vert en Iran n'a pas réussi et en Tunisie ou en Égypte il y a eu une réussite? Il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en considération, c'est-à-dire que le mouvement vert, le mouvement de contestation a été quand même dirigé par des gens qui voulaient absolument réformer le régime. M. Moussavi et M. Karoubi qui ont dirigé ce mouvement sont des éléments du régime. M. Moussavi a été Premier ministre pendant 8 ans, M. Karoubi a été président du
Parlement, etc. Donc c'était des réformistes et ils n'avaient pas un but absolu de renversement du régime. Par ailleurs, il y a une différence fondamentale entre l'Iran et l'Égypte par rapport aux forces de répression. L'armée égyptienne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une armée qui est restée protectrice de la population. Globalement, c'est l'image, en tout cas, que l'armée égyptienne. En Iran, l'élément militaire le plus important sont les gardiens de la révolution. Et les gardiens de la révolution, qui sont nombreux et dotés de moyens importants, ont comme fonction officielle dans la constitution de la République islamique de garder la révolution et les acquis de la révolution. Donc le rôle, ce n'est pas protéger la population iranienne, mais protéger les élites au pouvoir. C'est pour ça qu'ils tirent et qu'ils tuent facilement les gens, parce qu'ils sont payés pour ça, ils sont éduqués et pour ça. Et en plus, les gardiens de la révolution ont beaucoup à perdre s'il y a un changement, puisqu'ils possèdent à peu près plus de 20% de l'économie iranienne est aux mains des gardiens de la révolution. Et je dirais que 50% des parlementaires sont des anciens gardiens de la révolution, 90% des gouverneurs, c'est des anciens gardiens. M. Ahmadinejad lui-même est un ancien gardien de la révolution. Donc là, vous avez un instrument de répression créé uniquement pour maintenir le pouvoir en place. L'armée égyptienne était en place déjà avant M. Moubarak, puisque Sadat est aussi militaire, ou Nasser aussi, et après M. Moubarak, elle est toujours là. Mais elle n'a pas cette fonction qu'exercent les gardiens de la révolution et toutes les institutions qui leur sont reliées.